Il rentrait à pied de chez un ami quand un appel a signalé des coups de feu. À leur arrivée, les agents ont trouvé Monsieur Jones au milieu de la rue. Vous vaquez simplement à vos occupations et soudain vous perdez la vie peu de temps après, sans aucune raison. Ce quartier tranquille du Kentucky est devenu violent en un instant, lançant une enquête qui allait révéler quelque chose de bien pire. Il y a 2 personnes. Elles sont en sécurité dans la ruelle. Oh mon Dieu! Quelqu'un leur a mis le feu. On dirait vraiment 2 enfants. J'ai parlé à des personnes qui ont commis des crimes odieux. Honnêtement, c'est l'une des personnes les plus maléfiques que j'ai jamais vues. Beaucoup de chaos a suivi dans cette affaire. Ce n'est pas souvent qu'on se retrouve avec un corps au milieu de la rue sans rien d'autre autour. Il n'y a pas de foule, il n'y a pas de gens, il n'y a pas de témoins. Il n'y a vraiment rien qui permette de tirer une conclusion sur ce qui s'est réellement passé. Il est environ minuit lorsque des coups de feu retentissent dans ce quartier de Westside et Christopher Jones, âgé de 40 ans, est abattu alors qu'il rentrait simplement chez lui après avoir rendu visite à un ami. L'un des problèmes dans l'affaire de Christopher Jones en particulier, c'est que Christopher Jones n'est pas réellement mort dans cette rue. Il est mort sur la table d'opération. L'incident de la fusillade en lui-même aurait pu avoir lieu à 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres de l'endroit où il se trouvait lorsque l'équipe de l'ambulance est arrivée sur place. Donc, lorsque vous retournez sur les lieux pour reconstituer la scène du crime, vous perdez complètement vos repères à ce moment-là. Il n'y avait pas vraiment de bonne occasion de suivre beaucoup de pistes. Nous avons fait une enquête sur lui et c'est juste un type ordinaire. Vous savez, il n'a pas vraiment un lourd passé criminel. Notre première pensée, c'est qu'est-ce que ce type a fait? Qui connaît-il? Qui voudrait lui faire du mal? Ça n'a rien donné. Les détectives se dispersent pour examiner la scène, vérifient les maisons voisines à la recherche d'images de vidéosurveillance, mais il y a une caméra qui capture quelque chose que personne d'autre n'a vu et cela va lancer toute l'affaire. Nous avons évidemment aussi cherché des caméras de sonnette ou tout autre type de vidéo qui pourrait nous aider à rassembler les pièces du puzzle. Nous avions effectivement une caméra qui nous montrait un angle d'une voiture qui s'enfuyait à toute vitesse, mais rien de vraiment important. Ils ne parviennent pas à relever la plaque d'immatriculation et ne voient pas qui est dans la voiture. À ce stade, la seule chose que vous pouviez vraiment faire, c'était du bon vieux travail de police, c'est-à-dire être sur le terrain, parler aux gens, essayer de comprendre quelles relations existent. Quand vous avez quelqu'un qui marche dans la rue, vous savez, dans un quartier résidentiel, et que c'est la seule personne qui est tuée, vous devez commencer à penser, en tant qu'enquêteur, que cette personne a effectivement été ciblée. Nous avons enquêté sur la vie de Monsieur Jones. A-t-il des ennemis? Est-il lié au trafic de drogue? Est-il lié à des personnes que nous savons impliquées dans le milieu criminel? Et cela n'a rien donné. Christopher Jones, la couverture médiatique de son meurtre n'a pas suscité beaucoup d'attention. Louisville est devenue une ville avec plus de 100, près de 200 meurtres par an, probablement 15 secondes aux informations. C'était une tragédie et un homme de 40 ans avec une famille avait été abattu. Aucun signe ne laissait penser que c'était plus vaste. Les jours se transforment en semaines sans la moindre avancée dans cette affaire, et la police pense qu'ils ont affaire à un homicide isolé. Mais plus tard, ils découvrent qu'ils se trompent complètement et que les choses deviennent beaucoup plus compliquées. Depuis Hawaï. Opérateur Hoover, où est l'urgence? Ah non! Ce sont des gens sympas. Ils sont en sécurité. Ils sont dans la ruelle. Oh mon Dieu. Oh, nous sommes entre la 40e rue et la 39e rue. Ces personnes ne respirent pas du tout. C'est bien ça? Pied foncé. D'accord. On dirait qu'il n'y a pas de problème dans les 17 et 18. C'était seulement quelques semaines après le meurtre de Christopher Jones qu'une autre scène de crime a été découverte. Et celle-ci est particulièrement brutale. Oui. Bonjour. Je suis dans une ruelle entre la 40e et River Park. Il y a 2 cadavres plus loin.
On dirait qu'ils sont brûlés. Leurs entrailles sont à l'extérieur. On dirait que quelqu'un les a incendiés. Ça a vraiment l'air grave. On envoie la première unité disponible. Allez par là, madame. Restez à distance. J'étais de garde ce jour-là et je m'en souviens très bien. J'ai reçu l'appel téléphonique et je suis arrivé sur les lieux. J'ai emprunté le chemin jusqu'à l'arrière de la maison, dans la ruelle. J'ai inspecté toute la maison abandonnée et les environs pour vérifier s'ils étaient venus en voiture à l'arrière et déposés ainsi. Est-ce qu'ils les ont transportés à côté de la maison et l'ont déposé à l'arrière? On voit des choses horribles tout le temps. Ce que l'homme peut faire à l'homme, ça vous choque vraiment parfois. Quand j'ai vu ces deux garçons allongés sur l'herbe, partiellement recouverts d'un drap et brûlés, tu restes là à te demander qui pourrait faire ça? Qui pourrait faire ça à quelqu'un? Les personnes qui mettent le feu aux défunts pensent souvent qu'elles effacent des preuves. Mais la seule chose que le feu ne détruira pas, c'est qu'il ne va pas masquer les traces de blessures. Il est important d'essayer de comprendre le niveau de violence dont nous parlons ici. On apprend beaucoup sur l'auteur, à quel point il accorde peu de valeur à la vie humaine. Les victimes sont traitées comme si elles étaient des déchets. Quand on commence à examiner les corps et qu'on voit la destruction causée par le feu, puis qu'on découvre les blessures par arme blanche, au final, un garçon, je crois, a été poignardé 18 fois et l'autre garçon a reçu plus de 20 coups de couteau. Il n'avait ni portefeuille, ni papier d'identité. Il est très difficile d'identifier des mineurs. Nous avons finalement emmené les enfants à l'Institut médico-légal, où nous avons encore tenté de relever leurs empreintes digitales, sans succès. Cela nous place dans une situation délicate. Personne ne savait à l'époque qu'il s'agissait de ces deux garçons, car ils n'avaient pas été signalés disparus. En fait, la police a rapidement diffusé des croquis des garçons pour voir si quelqu'un savait de qui il s'agissait. Plus vite nous pouvons diffuser ces portraits, plus vite nous pouvons obtenir des informations en retour. En quelques heures, nous avons obtenu les portraits. Et ma première pensée a été « essayons de diffuser cela au public aussi vite que possible ». C'est seulement le lendemain matin que les choses sont devenues intéressantes. Nous avons reçu un appel le matin d'un proviseur adjoint d'une école qui a dit « Je pense que ces deux garçons sont Larry et Maurice. Ce sont des élèves qui vont à l'école ici. » Et donc nous avons obtenu ces deux noms. Nous avons eu l'adresse de leur mère. J'ai dit « Allons-y. Les deux garçons dont ils parlent pourraient y être. Nous ne savons pas. » En arrivant, on peut la voir assise dans le jardin devant la maison. Et ses premiers mots sont « Qu'est-ce qu'ils ont fait cette fois? Où sont-ils » En tant qu'être humain, la dernière chose que vous voulez montrer à un parent, c'est la photo de son enfant décédé. J'ai juste dit « Il faut que je le fasse ». J'ai choisi de montrer une photo à la mère et là, les émotions ont explosé. Elle a sauté de sa chaise, elle a commencé à crier « C'est lui, c'est lui, c'est lui ». Où était mon bébé? Où était mon bébé? Et j'ai dû lui dire. Une mère affirme que les deux adolescents retrouvés morts derrière une maison étaient ses fils. Les corps des garçons ont été retrouvés brûlés dimanche après-midi sur River Park Drive. Les corps ont été officiellement identifiés comme étant ceux des frères Maurice Gordon, 16 ans, et Larry Ordway, 14 ans. Ce n'était pas un meurtre typique à Louisville ou ailleurs. Il s'agissait de deux adolescents, deux enfants en fait. Larry et Maurice étaient tous les deux encore au collège à l'époque, malgré leur âge. Ils étaient très proches. Je sais qu'ils n'avaient pas une vie de famille facile, ni la vie facile à la maison. Donc ils étaient souvent livrés à eux-mêmes. La police sait qu'elle doit découvrir qui a fait ça à ces deux adolescents. Et donc, leurs premières questions sont « Qui sont leurs amis? Avec qui traînent-ils? Qui sont leurs connaissances? » Alors, ils parlent à la famille, ils parlent aux amis. Ils essaient de déterminer qui fait partie de leur cercle. Maman va savoir avec qui ils traînent. Elle va essayer de leur donner les éléments manquants pour comprendre ce qui les a menés jusque-là. Et pas seulement elle, mais aussi toute autre personne avec qui elle savait qu'ils étaient en contact. Et cela nous amène à la première fois où nous avons entendu le nom Rambo. Et quand nous avons entendu ce nom, il a tout de suite résonné. Et on se demande, qui est-ce? Elle dit, je sais que c'était lui. Je sais que c'était lui. Le gars qui était monté dans la voiture avec lui, Rambo qui s'appelle Bryce Rhodes. Bryce Rhodes et l'oncle ont passé du temps en prison ensemble.
Et la mère connaissait Bryce Rhodes dans une sorte de relation où ils se fréquentaient plus ou moins, ce qui ajoute une toute autre dynamique à cette situation. Est-elle aigrie ou cite-t-elle simplement son nom au hasard? Est-ce qu'une mauvaise situation a empiré? Parce que c'est le premier rebondissement qui nous donne vraiment une direction. Je prends du recul et j'interroge la mère et l'oncle. Ils parlent de leurs deux meilleurs amis, Corey Taylor et Ann Joan Carter. L'une des grandes avancées de la police a eu lieu lorsque la mère de Maurice et Larry a appelé l'un de leurs téléphones et qu'un adolescent a répondu. Elle a dit « Où sont mes enfants ?» Ann Joan Carter a répondu, et Jack Corey était avec lui. Le détective Vance et deux autres détectives ont décidé d'aller là où vivait Ann Joan Carter. L'adulte qui possède la maison laisse entrer les détectives. Le détective Vance se retourne et il voit Ann Joan Carter essayer de cacher le téléphone sous le lit. Et il y a une autre chose qui ressort dans la tenue d'Ann Joan, un indice important qui montre qu'ils vont dans la bonne direction. Voilà ce qui manque sur les lieux où nous avons d'abord vu les deux garçons. Pas de chaussures, pas de téléphone, pas de portefeuille. La mère avait justement une photo des chaussures qu'il portait. Eh bien, devine à qui sont les chaussures qu'il porte? Celles de Maurice. C'est tout ce dont nous avons besoin. C'est bien ce qui s'est passé. Je dis juste qu'on est en 2e année. Pas officiellement. Tu étais ami avec Maurice, non? Tu es ami avec Larry, non? D'accord. Désolé, je suis distrait. J'ai envie de frapper quelqu'un, je ne vais pas mentir. Ça me rappelle les vieilles Jordan, mec. Je dois te demander combien coûtent ces chaussures. Presque 300, c'est pas possible. Tu es sérieux? C'est une légende, tu sais. T'as plusieurs chemins différents à suivre. Mais la première chose que tu veux faire, c'est cerner cette personne. À quoi réagissent-ils? Réagissent-ils aux émotions? Réagissent-ils à la religion? Réagissent-ils à une voix paternelle? Ou bien sont-ils plutôt en retrait, un peu stoïques, pour ainsi dire, sans rien dire à personne? Il ne va rien se passer. Et vous devez passer plus de temps à briser ces barrières pour essayer d'établir un canal de communication. Depuis combien de temps? J'ai vu Larry et Maurice pendant 4 ans. Voulez-vous nous parler de ce qui se passe? Souviens-toi simplement, mec. À partir d'ici, ce n'est pas plus facile. Et j'apporterai un peu de ça. Je veux dire, tu sais ce qui lui est arrivé? L'officier d'hier soir n'a pas vu qu'il était à Victory Park. Qu'est-ce que c'était? C'était il y a 2 ou 3 jours. Voici ma question. Ta mère a dit, est-ce qu'elle t'a parlé samedi sur ton téléphone? Eh bien, quand as-tu eu le téléphone de Rhys? On vient juste de trouver ce téléphone-là. Je me demandais juste si tu l'avais acheté. Faisons ça pour ce matin. Interroger des mineurs est toujours délicat pour la police. Les adolescents ont tendance à mentir, à inventer des histoires, à dire des choses pour paraître cool ou parce qu'ils veulent se faire des amis ou parce qu'ils ne veulent pas contrarier quelqu'un. Mais on ne peut pas supposer qu'ils mentent. Il y a des adolescents qui vous diront la vérité. C'est juste mon point de vue, d'accord? Et tu peux intervenir à tout moment. Je suis un bon ami de Rhys. Je suis un bon ami de Larry. On a déjà eu des ennuis avant, et tout d'un coup, Moumou a son téléphone. Et je me dis, d'accord, je vais acheter son téléphone. Et je ne pose aucune question. J'ai dû le réinitialiser. Comment as-tu su que c'était celui-là? Je ne savais pas. Je pensais que c'était le contenu de Moumou. Nous n'avons pas parlé à Mumbo, c'était sûr. Maintenant, Ann Joan Carter dit « Oh, j'ai eu ce téléphone d'un ami à moi ». Mais ensuite, il dit que cet ami n'a pas de téléphone. La police sait qu'il ment, ayant déjà confirmé que c'est le téléphone de Larry et Maurice. Mais Mou, qui que ce soit, n'a rien à voir avec cette affaire, selon la police. Pourquoi n'aurait-il pas gardé le téléphone pour y accéder? Tu vois, ça n'a pas vraiment de sens. Parce qu'il l'a probablement gardé. Est-ce que quelqu'un a parlé de qui a fait ça? Tes amis, tes groupes. Donc personne n'en a dit un seul mot. Est-ce que Maurice et Larry étaient impliqués dans des trucs? Non, ils étaient probablement en train de se faire voler. Tu sais, il t'aurait dépouillé et aurait posté des photos de lui avec le butin et tout ça. Je fais ça depuis 10 ans.
Et ce n'était pas un vol. Non, pas du tout. Ce qui complique l'enquête pour la police, ce sont les photos de Larry et Maurice sur les réseaux sociaux. Ces photos montrent les deux adolescents brandissant des armes et exhibant de l'argent. Mais la famille dit, vous savez que ce sont juste des adolescents un peu idiots qui postent ces photos. Ils essayaient simplement d'avoir l'air dur et cool sur les réseaux sociaux. Vous savez, il ne devrait pas y avoir eu d'appel téléphonique à des membres de votre famille avant la journée d'hier. Eh bien, des appels téléphoniques à la mère de Brise. Quelqu'un coupait la ligne, je ne pouvais pas répondre aux appels. Et la mère de Barry a dit t'avoir parlé et t'avoir dit ce qu'elle m'a aussi dit. Elle a reconnu ta voix. Ils lui ont dit qu'ils allaient bien, tu devais lui demander de l'appeler plus tard. Donc ta mère a dit que tu l'as appelé en FaceTime samedi soir. De quel numéro l'as-tu appelé en FaceTime? Bonjour, c'était mon cousin Q. Tu dis que la dernière fois que tu as parlé à Maurice ou Larry, c'était vendredi soir. Il y a 2 ou 3 jours. 2 ou 3 jours maintenant. Eh bien, ça nous amène à samedi. Ta mère pensait que tu étais avec eux. J'ai retourné la voiture pour lui faire face. Ils étaient donc avec toi dans la voiture. Ils auraient été en voiture. C'était mignon. Peu importe. C'est qu'elle sait. Elle leur a fait face. Tu m'appelais Rambo. Saviez-vous avec certitude que Larry et Rhys étaient avec Rambo? Je ne lui ai pas parlé ce soir. Est-ce que vous nous avez dit où vous étiez samedi? Samedi, j'étais à Park Hill. Toute la journée. Raconte juste ta journée, mec, c'est simple. Salade David était défoncé toute la journée. Plus tard. Ce soir-là, c'est ce que Larry cherche sur la poitrine de mon cousin. On découvre que les pères de Larry et Maurice sont absents de leur vie. Et que Bryce Road comble en quelque sorte un peu cet autre aspect manquant dans leur vie. Et ces garçons commencent à être fascinés par lui. Bryce Road est essentiellement une figure paternelle pour Larry et Maurice. Il était sorti avec leur mère, donc il y avait un lien entre eux. Ils connaissaient aussi leur oncle d'une précédente incarcération. Ils admirent Bryce Road. C'est un peu le gars cool du quartier, vous voyez, dans le voisinage. Et ce n'est pas tout. Bryce Rhodes les avait emmenés manger, acheter des vêtements et des chaussures. Rhodes était en quelque sorte un petit rappeur dans la communauté. Voilà le groupe. C'est Bryce Rhodes, Anwan Quadra. Ce sont ces autres adolescents qui voyaient Bryce comme un mentor et Bryce était vraiment en quelque sorte le leader de ce groupe. Maintenant, Anwan Carter change un peu de discours, disant maintenant qu'il ne connaît même pas Rambo. Tu as beaucoup de peur. L'une de tes peurs, c'est probablement Rambo, non? Tu n'as pas peur de Rambo? Je ne sais même pas vraiment ça. Il m'a dit dans la voiture qu'il y avait un homme d'environ 28 ou 20 ans, un homme plus âgé. Et puis il semblait frôler comment il courait. Donc tu n'as jamais été dans la voiture avec Rambo? Dans une de ces voitures? Non, que Dieu vous bénisse tous. Que Dieu vous bénisse tous. Disons qu'il se passe quelque chose de vraiment grave, d'accord? Et tu n'y es pour rien, mais tu dois être là et tu en es témoin. Et puis une certaine personne impliquée dans ça pense que tu pourrais les dénoncer. Il t'arrive quelque chose de grave. Faut-il poursuivre ceux qui t'ont blessé? C'est ce qu'on fait. Sois honnête avec moi. Aide-nous pour tes amis. Je te dis tout. Je sais que tu ne nous disais pas tout. D'accord. Je sais que tu es au courant pour Rambo. Nous avons commencé par parler à Anwan, et c'était exactement ce à quoi nous nous attendions. Je ne sais rien à ce sujet. Je ne sais rien sur ça, et j'ai commencé à lancer quelques idées. Et on voyait clairement qu'il était vraiment en conflit, à se demander s'il devait nous parler et nous dire des choses ou simplement rester silencieux. Ta sœur a vu le téléphone quand tu as répondu au téléphone dans la voiture. Tu as nié être avec Rambo, mais elle a dit non, tu y étais. Tu étais avec lui. Raconte-nous la toute dernière chose que tu sais sur eux. Je sais que tu sais pour Rambo, mais moi, je ne sais rien sur lui. En ce qui concerne Larry et Rhys, je pense qu'il est important que tu vois certaines choses. C'est difficile pour moi de regarder ça. Je veux te montrer ce qu'on a trouvé dimanche. Je veux que tu regardes ça. Ces garçons ont été torturés. Ma mère doit voir ça. Pense aux dernières minutes de leur vie, à ce qu'ils ont enduré.
Parce que j'imagine que c'est l'enfer sur Terre. Il montre à Anne Juan Carter des photos de ses deux amis et de l'état dans lequel ils ont été retrouvés. Et pour une jeune fille de 16 ans de voir ses amis dans cet état, je suis sûre que c'était bouleversant et déchirant. Mais la police devait le faire parce qu'il devait lui faire comprendre que ce sont ses amis. Enlève mes chaussures. Je vais te dire ça tout de suite. Je sais avec certitude que tu n'es pas honnête, d'accord? À cause de certaines choses que nous venons de découvrir. Je vais te le dire tout de suite, mec, tu es en train de t'enfoncer tout seul. Il y a une énorme différence entre être le suspect et être un témoin. Entre être quelqu'un qui coopère et quelqu'un qui ne coopère pas. Je n'ai pas. J'ai juste été fidèle. À un moment, j'ai dit « Mec, on parle depuis longtemps. Faisons une pause. » Et c'est là que tu as l'occasion d'observer ton suspect et de voir comment il va réagir au fait de se retrouver seul quand il n'y a plus personne dans la pièce. Et tu pouvais voir que le conflit intérieur qui se jouait dans la tête d'Anwan était réel. J'ai un mandat de perquisition ici. On va prendre quelques photos. On va prendre quelques prélèvements et faire différentes choses, d'accord? Donc Anwan est assis dans la pièce quand quelque chose d'inhabituel se produit. Sa mère et sa sœur se présentent au bureau, ce qui n'est pas du tout habituel. La plupart du temps, quand on a un suspect dans la salle d'interrogatoire, la dernière chose à faire, c'est de faire venir la famille. C'est risqué, cette famille pourrait dire « tu ne parles pas ». Tu n'es pas une balance, tu ne dis rien. J'ai compris à quel point c'était important et dans quel pétrin Anwan est vraiment. Elle est entrée et a parlé à Anwan. Quand la sœur est sortie, elle m'a regardé droit dans les yeux et a dit « il veut te parler ». Tu l'as déjà dit à ta sœur, elle nous a prévenu que tu voulais nous parler. Alors, est-ce que c'est la vérité? D'accord, j'ai besoin de t'entendre le dire. Vince, je voulais vous parler. Un nouveau détective entre dans la pièce et ils espèrent que cette stratégie différente permettra d'obtenir plus d'informations d'Anwan Carter sur le meurtre de ses amis. Parfois, en tant que détective, il faut regarder la personne à qui l'on parle et se rendre compte qu'on n'est peut-être pas la bonne personne pour mener l'entretien. Et j'ai regardé le sergent John Lesher, puis j'ai dit « tu sais quoi? Pourquoi tu n'irais pas là-bas lui parler ?» Il avait un style d'interrogatoire qui faisait presque penser à un révérend. Alors John est entré là-dedans et ça a tout changé. J'ai besoin que tu me dises la vérité, d'accord? Peu importe la gravité, tu me promets? Juste là, c'est parfait. Je ne te mentirai pas, ne me mens pas non plus, d'accord? Qu'est-ce que tu sais à propos de ça, à propos de ce meurtre? Je sais que samedi soir, Lil Clean prend Maurice et Larry et monte, c'est une Charger noire. Et puis genre, quelques jours avant, il a entendu Maurice parce que je l'avais mis sur haut-parleur. Il a commencé à me poser des questions sur Rambo. Il parle de lui comme s'il était mort. Et puis nous sommes allés chez Maurice. Il a commencé à lui voler son argent. Et puis il m'a coupé, moi et mon cousin. Mais Maurice n'a pas pris la voiture car il avait faim. On a trouvé refuge chez le frère de mon cousin, puis on est sorti du comté de Liabola. On a passé la nuit là-bas parce que Monco et moi, on était chez Rambo. Le lendemain, on n'était plus là-bas. Mon cousin avait des affaires dans le coffre de Rambo. Il avait des affaires, on est remonté en voiture, puis Fed Park Hill m'a attrapé. Et vous savez tous compter. Mais je suis entré là-bas avec lui. Il commence à donner des bribes de vérité, mais malgré tout, le détective John Lesher en sait plus qu'Anwan Carter ne le pense. Alors, il essaie une autre approche. Il dit à Carter que Rambo, alias Bryce Rhodes, est dans l'autre pièce et qu'il raconte plus de choses. Mec, je suis un homme de parole. Tu es un homme de parole. On s'est serré la main. D'accord, maintenant arrête s'il te plaît. Arrête de mentir. Rambo n'est pas du genre à veiller sur toi. Il ne le fait pas maintenant. Il te sacrifie.
D'après tout ce que je comprends, tu es impliqué là-dedans autant que lui. La prochaine fois que tu verras le mariage de Rambo. La dernière fois que je l'ai vu, c'était samedi. Le week-end dernier, d'accord. Où l'as-tu vu? Il était chez lui. Qu'est-ce qu'il faisait cette nuit-là? Cette nuit-là, il buvait et fumait de l'herbe. C'est dur. Mais Maurice maintenant. Avec Maurice et Larry? Donc Maurice et Larry sont avec lui chez lui samedi soir. À quelle heure c'était? On est resté jusqu'à environ 11h30, minuit. Vous étiez tous les trois, puis eux trois aussi. Vous fumiez de l'herbe chez lui. À quelle heure êtes-vous partis? Nous sommes partis à peu près 1 heure plus tard. Qu'ont fait Maurice et Larry et... Ils se sont mobilisés pour Rambo? Anwan Carter laisse entendre à la police qu'il y avait eu un désaccord entre Larry, Maurice et Rhodes. Voilà un tueur sans cœur, et les gens vont te regarder en se disant « Qu'est-ce qui cloche chez ce gamin ?» Peut-être t'es-tu retrouvé mêlé à des histoires, la page reste blanche. Je ne vais pas insister là-dessus, je vais juste t'écouter. D'accord, mais je vais te reprendre si j'entends des conneries. Recommençons. D'accord. Qui était chez Rambo? Et je me disais, Corey et Maurice, ils allaient se battre. Et Maurice a pris un grand couteau. Rambo l'a pris à Rambo SmackDown. Tape le cœur. Il l'a attaché. Il l'a attaché ou quelque chose comme ça. Il a attaché son frère et l'a fait asseoir dans la salle de bain. Et puis il a forcé Maurice à s'agenouiller. Je lui ai dit, demande pardon. Et il a mis du tabac sur sa tête et un chiffon dans sa bouche. Et puis il l'a poignardé. Rambo l'a fait. D'accord, chez Rambo. Donc t'as vu ça se passer? Mon Dieu. Tu as gardé ça pour toi tout ce temps. Je pense qu'Anwan dissocie presque complètement et réprime tout aspect émotionnel de la situation, parce que je ne crois pas qu'il ait vraiment eu le temps de la digérer. Dans quelle pièce est-il quand il le poignarde? Non. A-t-il posé quelque chose? Il a posé un... Il a mis une couverture avant de faire ça. Où est la couverture maintenant? Raccoon. Qu'arrive-t-il à son frère? Nous avons déplacé Maurice sur le côté. Billy a récupéré son frère. Il a mis le tabac sur sa tête. Il a mis le tabac dans sa bouche. Mike a commencé à taper aussi. Il les met dans des caisses. Il m'a laissé, moi et Chloé, à la maison pour la nettoyer. Il les a tous emmenés à la 41e rue et sous la ruelle. Il a dit, je m'assois là et je les regarde brûler. Les détails qu'Anwan Carter décrit sont absolument glaçants. C'est difficile à comprendre, mais ce qui est encore plus stupéfiant, c'est ce que nous ignorons encore, le pourquoi, la raison derrière les meurtres de ses jeunes amis. Est-ce que c'est parce qu'ils ont volé de l'argent ou est-ce que c'est autre chose? Je parle de la raison pour laquelle tout cela est arrivé. C'est parce qu'il racontait toutes ces choses. D'accord, qu'est-ce qu'il lui disait? Que Rambo a tiré sur quelqu'un qui avait un mauvais parc. C'était quand? C'était ce mois-ci. Le gars est mort. Anwan Carter a déclaré que Rambo ou Bryce Rhodes était vraiment énervé parce qu'il avait peur que Maurice et Larry allaient le balancer à propos du meurtre de ce gars dans le West End. Et j'étais là, le gars du West End. Oh mon Dieu. Et pendant que je regarde ça, j'ai compris. Ils ont tué Jones. Jusqu'à ce moment-là, la police n'avait aucune idée que quelqu'un lié à ces garçons ou à Anwan Carter savait quoi que ce soit sur Christopher Jones. Il était dans ce ciel bleu clair. Je suis allé vers Madzi. Et il s'est arrêté et il a éteint ses phares. Et il est arrivé lentement. J'ai juste fait demi-tour et il était dans la rue et il lui a tiré dessus. Maurice est reparti. Lee l'a compris en regardant les informations. Pourquoi il a tiré sur ce type? Je ne sais pas. Il pensait à l'argent, mais s'est trompé de personne et a tiré sur le mauvais.
il tue ces deux gamins. Parce que ces deux gamins étaient au courant de ça? Parce qu'il l'a dit à sa maman. Le problème, c'est pour les enquêteurs, par contre. Au départ, il n'est pas forcément possible de relier la mort de Christopher Jones à cette autre scène de crime qui est découverte. L'affaire de Christopher Jones semble être presque un événement isolé. Ce n'est pas le cas pour la deuxième affaire. Mais voilà, mec, il t'a embarqué dans un truc. Pas une fois, mais 2 fois. Corey était avec toi sur la 41e rue aussi? Et ces deux gars-là? Ouais. On se tâcher. Et tout d'un coup, au lieu de 2 homicides, on se retrouve avec 3 homicides. Et l'un est la conséquence directe de l'autre. Dis-moi ce que tu sais. Ce que je sais, ce que j'ai entendu. C'est ce que je sais. Allez, mec, dis-moi juste la vérité, mec. Et très rapidement, on va replonger directement dans cette affaire. Je sais qu'elle a tellement de facettes, mais regarde, on a pu tout assembler grâce au soutien incroyable que nous recevons de notre partenaire, Upside. C'est une application incroyable, d'ailleurs. Donc Upside vous permet d'obtenir du cashback, un cashback supplémentaire sur les achats quotidiens comme l'essence, les courses, les plats à emporter. Voilà ce que vous faites. Vous téléchargez Upside gratuitement. Vous demandez une offre dans l'un de leurs plus de 100 000 points de vente, payez avec votre carte, vérifiez l'achat et recevez de l'argent. Par exemple, pour faire le plein ou commander à emporter, je consulte d'abord les offres sur Upside. Après avoir dépensé, l'argent apparaît dans mon application et je peux le transférer sur mon compte bancaire. Les utilisateurs fréquents d'Upside gagnent en moyenne 154 $ de cashback par an. Alors, pour commencer à recevoir votre cashback, cliquez sur le lien dans la description ou scannez le code QR, mais assurez-vous d'utiliser notre code promo PrimeCrime, car vous recevrez un bonus supplémentaire de 25 centimes par gallon sur votre premier plein d'essence. Les détectives ne peuvent pas croire une seule personne. Sur parole, n'est-ce pas? C'est pour ça que vous voyez des équipes travailler en même temps. Certains recueillent des preuves, d'autres cherchent des témoins. Une femme a appelé et a dit ça. Quand elle a vu les photos des garçons à la télévision, elle a dit « Je crois que mon petit ami sait quelque chose à ce sujet. » Il a apporté ses bottes. Il a dit « Cache ses bottes, il y a du sang dessus. » Ce petit ami, c'était Jackory Taylor. Nous y allons, nous récupérons les bottes et comme par hasard, nous trouvons Jackory Taylor. Je n'étais pas là. Tout ce que je sais, c'est qu'ils ont été poignardés et que ça a été brûlé. C'est tout ce que je sais. Mec, dis-moi juste la vérité. Je sais déjà, je veux voir si tu me dis la vérité. Qu'ils soient impliqués dans la vérité. Jackory et Anwan, ils font tout ensemble parce qu'ils sont tous un peu dans la même situation. Ils sont dans cette situation sans figure de référence solide dans leur vie. Et ils gravitent un peu autour de Bryce Rhodes. Et ils deviennent fascinés par son style de vie et ses histoires, et ça attire un peu plus ces garçons dans sa toile. Il était en colère, et je ne sais pas pourquoi il était en colère contre lui. Tu n'es pas en train d'avouer quoi que ce soit ici, mec. Tu me dis simplement la vérité sur ce que tu sais être vrai, et tu continues quand même à esquiver la vérité. La fusillade sur la 41e rue, quoi que tu aies dit, j'imagine qu'elle pensait qu'ils allaient tuer, peu importe. C'est ce que j'ai entendu, donc j'imagine que leur mère l'a découvert. Rambo n'a pas pu supporter ça. Tu as juste pété les plombs. J'imagine que tu as pensé qu'ils balançaient parce qu'ils étaient avec les flics. Ouais. Brice les fait tous monter et One avait volé un camion plus tôt dans la journée. Donc dans la première voiture, il y avait Larry, Maurice et Brice Rhodes et Anwan était dans le camion volé derrière eux. Ils parcourent le West End à la recherche de ce type que seul Brice reconnaît. Et puis ils croisent Christopher Jones qui traverse la rue et Brice Rhodes dit « Le voilà » et des coups de feu retentissent. Pour être honnête avec toi, tu vois. Honnêtement, il voulait juste faire le dur et montrer à quel point il était coriace. Il voulait nous montrer, il voulait voir à quel point on était dur en traînant avec un groupe de jeunes. Tu veux qu'ils aient des problèmes pour se faire attraper avec toi.
Il s'avère qu'ils étaient tous là quand Christopher Jones a été abattu et tué, dans ce qui pourrait être un cas d'erreur sur la personne. Et Juan, tout ce à quoi je peux penser, c'est mon Dieu, ça vient d'arriver, il n'y pense même pas, il continue de conduire et passe dessus. Christopher Jones était sur place avec le camion lors de l'incident. Tu savais qu'il y avait eu d'autres troubles, pas seulement les tirs. À cause des blessures qu'il avait subies, Jacor a dit que Brice s'était battu avec les garçons. Larry et Maurice le dénonçaient. Selon ses mots, il n'y a qu'une seule façon de s'occuper des balances. Nous avons arrêté Brice Rhodes dans une station-service lors d'une interpellation tactique, puis l'avons placé en garde à vue et conduit au service des homicides. Pendant que cela se passait, je préparais un mandat de perquisition pour l'appartement où Anwan nous avait dit que le meurtre avait réellement eu lieu. Le détective Holland était l'un des enquêteurs présents à l'appartement, et j'étais au téléphone avec lui, et je m'en souviens encore aujourd'hui. En s'approchant, il dit « Oh mon Dieu, Aaron, je ne sens que l'eau de Javel, c'est si fort que ça me fait pleurer. » Et ta première pensée en tant qu'enquêteur, dès que tu sens des produits chimiques, c'est « Oh là, toutes mes preuves sont fichues. » Une fois que nous sommes entrés dans les lieux, le tapis était trempé. Rappelle-toi, il a fait certains efforts, pour masquer son implication. Je pense que l'un des éléments les plus importants, c'est le fait qu'il ait brûlé ses corps et que la chaleur influence le dépôt d'ADN. Ça le dégrade ou ça l'éradique en grande partie. Donc tu ne vas pas forcément trouver quoi que ce soit sur les corps. Donc à ce moment-là, ton recours, c'est quelles autres preuves as-tu? La moquette était couleur crème et les meubles étaient blancs, donc il fallait savoir combien. Un garçon a été poignardé 18 fois, 19 fois l'autre garçon a été poignardé, 2, 3, 4 fois. Il y a du sang, il suffit de regarder. Nous avons trouvé des traces de sang sur un vase, sur les fausses fleurs. Et puis nous avons décidé de prendre du recul et d'utiliser le Blue Star dans cette pièce. Le détective Holland, pour le citer, a dit « Ça brillait comme une pleine lune dans le ciel ». Pendant que cela se passe, moi de mon côté, je m'apprête à interroger Brice Rhodes. Eh bien voilà le truc, mec, nous cherchons 2 enfants disparus et nous ne savons pas, on a entendu dire que tu pourrais savoir où ils sont, ou que tu as été vu avec eux, ou que tu leur as parlé d'une manière ou d'une autre. Tout ce que tu pourrais faire pour nous aider à les retrouver, on t'en serait reconnaissant. Qui sont-ils? Oh, je suis désolé. Je suis désolé, mec. Tu vois? Maurice. Et qui d'autre? Et Larry. Ah. Je le connais, ouais. Tu l'as vu récemment? Je ne l'ai pas vu, ça fait environ 1 semaine. On peut voir que de son côté, il y a un certain niveau de résistance. C'est l'une des choses que les enquêteurs recherchent. On commence à penser aux gens qui se ferment, qui se replient ou qui détournent la conversation. Quelle est la dernière fois dont vous vous souvenez l'avoir vu et où était-ce? Oh, probablement au Circle Pay ou en train de descendre. Taylor, je le vois genre dans le quartier et il m'arrive de le voir jouer au basket ou des trucs comme ça. À quelle heure de la journée? Probablement, genre, comme il dit. On est mardi aujourd'hui? Je ne sais pas, probablement vers mardi ou mercredi dernier, honnêtement. La police amène Brice Rhodes et ils n'obtiennent pas grand-chose de lui. Ce n'est pas un long interrogatoire. Il reconnaît qu'il connaît les garçons. Tu es proche de ces gamins? Cool, on joue au basket. Je m'entends bien avec beaucoup de monde. Laisse-moi te demander, étais-tu proche d'eux? Tu passais souvent du temps avec eux? C'était cool. Ouais, on traînait ensemble à différents moments, tu sais, à différents moments. D'accord, est-ce que tu... aller au parc, jouer au basket, tu sais, on pouvait sortir, manger ou quelque chose comme ça. C'était cool. Tu sais dans quelle école ils sont allés ou quelque chose comme ça? Non. Tu connais la famille? Oui, je connais leur oncle et je connais leur mère. Je sortais avec leur mère. Probablement l'été dernier, je lui parlais et tout ça. Est-ce que quelqu'un a dit quelque chose à son sujet, quelque chose comme ça dans le quartier? En fait, TJ, il a envoyé des messages aujourd'hui, leur oncle. Oui. En train de parler de... il disait que quelqu'un était mort ou un truc comme ça. Je lui ai envoyé un message genre « Tu plaisantes ?» et ils ne m'ont jamais répondu. La police, ce n'est pas leur travail, quand tu es dans une salle d'interrogatoire, de donner des informations à la personne, parce que plus tu leur donnes d'informations, plus ils peuvent jouer avec ça.
Et quelqu'un qui sait vraiment comment gérer la police et comment répondre aux questions saura quand il faut se taire. Certaines personnes excellent dans la tromperie. Y a-t-il selon vous un point erroné à mon sujet que nous n'avons pas abordé? Vous ne voulez pas poser de questions. On essaie juste de retrouver les enfants. Je veux dire, vous savez, vous avez des questions, j'y réponds, tout ce que vous voulez. J'aimerais pouvoir aider à savoir où ils sont, mais je ne sais pas. Vous voyez? Les co-accusés de Bryce Road sont amenés pour un entretien de coopération. C'est une réunion à enjeu élevé, il y a des avocats des deux parties et on s'attend à ce qu'ils disent toute la vérité en échange d'une certaine clémence sur les charges retenues contre eux. Alors, étape par étape, Anwan et Jacory expliquent ce qui s'est passé les nuits où Christopher Jones, Maurice Gordon et Larry Hardway ont été tués. Cela fixe une version des faits que les enquêteurs peuvent confronter aux preuves. Ewan et Jacory étaient déjà à la maison avec Bryce Road, et il y avait un autre individu, Torren Coleman, a dit Brice. Il faut qu'on fasse venir ces garçons ici, il faut qu'on les amène ici, il faut qu'on leur donne une leçon. Alors Brice a décidé d'aller les chercher, et ils sont allés à l'appartement. Ce qu'Anwan a dit était vrai. Ils étaient là en train de passer un bon moment. Maurice et Jacory se sont battus. Eh bien, pendant que cette bagarre avait lieu, Bryce Road est intervenu, et c'est là que tout a dégénéré. Brice a décidé qu'il était temps de séparer les deux frères, Larry et Maurice. Il les a attachés, bâillonnés, et leur a mis des cagoules sur la tête. Puis il a mis un des garçons dans la salle de bain. Brice l'a poignardé, puis il a poussé le premier frère sur le côté. Et il a fait sortir l'autre frère. Et le scénario s'est plus ou moins répété. La police sait qu'Anwan et Jacory ne sont pas les cerveaux de cette affaire, qu'il y a quelqu'un d'autre derrière tout ça, et que c'est très probablement Bryce Road. Donc, pendant ce témoignage sincère, tout ressort. Non seulement Bryce Road a poignardé leurs amis, mais ils ont aussi poignardé leurs amis sur ordre de Bryce Road. Parmi toutes les causes de décès, les blessures par arme blanche sont peut-être les plus intimes, parce qu'il s'agit de prendre une arme tranchante et de la planter dans quelqu'un encore et encore, encore et encore. En entendant parler de cette affaire, j'ai tout de suite pensé à la torture. Brice, Tyreen et Jacory et Anwan ont transporté les garçons dans des paniers à linge jusqu'à la voiture de Brice. Et Brice, Rhodes a dit à Anwan et Jacory de nettoyer la maison. Une des choses qu'il a dites et qui me restera en tête jusqu'à aujourd'hui, c'est ça. Quand il mettait les deux garçons dans les paniers, il regarde tout le monde et l'un d'eux dit « Eh bien, je vais prendre ses chaussures, il n'en a plus besoin. » Il dit qu'ils ont emmené les vêtements à une benne à ordures, qu'ils ont jeté toutes les affaires, les paniers à linge, tout dans la benne et qu'ils y ont mis le feu. Et le détective Brian Peters et le détective Metzler ont eu cette idée géniale. Consulter tous les incendies de bennes à ordures dans la ville et ils l'ont trouvé. Et non seulement ils l'ont trouvé, mais ils ont aussi enfilé des combinaisons Tyvek et ont sauté dedans. Maintenant, nous avons des preuves avec des taches de sang, des vêtements, des objets sur lesquels nous pouvons réellement effectuer des analyses médico-légales. Quand vous trouvez un oreiller ou une serviette dans une benne à ordures qui correspondent aux oreillers et aux serviettes du condo. Dans notre travail, on appelle ça un indice. Non seulement cela, mais 2 témoins ont vu Bryce Road, sa voiture, et une autre personne à l'intérieur de cette voiture, près de la benne à ordures, en train d'y mettre le feu avant de partir. Tout commence à aller très vite. Bryce Road, Anwan Carter, Jacor Taylor et un 4e jeune homme, Tyrone Coleman, sont tous inculpés pour leur rôle dans les meurtres de Christopher Jones, Maurice Gordon et Larry Hardway. Ces déclarations ont tout confirmé nos pires cauchemars, à savoir que ces garçons ont été brutalement assassinés. Tout ça car ils ont dit à leur mère avoir été témoins d'un meurtre. Et tout ça parce que la mère, qui était encore en contact avec Bryce Road, a dit « Je sais ce que tu as fait ». Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Bryce Road a tout fait pour rendre les choses intéressantes avant son procès. Ensuite, il y a eu toutes les pitreries. Vous ne pouviez pas trouver d'avocat pour prendre cette affaire. C'est donc déjà une affaire très inhabituelle où 2 adolescents ont été tués,
où un passant innocent a été assassiné. Et puis ça devient encore plus fou quand Bryce Rhodes se présente au tribunal. Excusez-vous si vous recevez ceci. Joli coup bas, espèce de lâche. Beau tricheur, petit lâche quand on t'a vu. Il se bat avec son propre avocat. Je crois qu'ils ont dû être séparés. Il a craché sur son avocat. La deuxième fois qu'il est venu au tribunal, il était probablement encore plus attaché qu'Hannibal Lecter. Il portait un masque anti-crachat. Il était complètement entravé. Et malgré les entraves, il a quand même dit au juge, « Écoutez, je peux découvrir où vous habitez. » Vous dites que vous allez découvrir où j'habite? Il passe devant un autre juge, il dit tout ce qu'il veut dire. Il jure. À un moment donné, Brice a dit au juge qu'il était raciste et membre du Ku Klux Klan. J'ai couvert des procès pendant 25 ans et je n'ai jamais vu un accusé qui dirigeait pratiquement la salle d'audience, et cela a duré des années. Pendant cette période, Bryce Rhodes assiste à audience après audience, et il y a problème sur problème. Et il est finalement établi qu'il n'est pas passible de la peine de mort en raison de troubles mentaux. Il avait une opportunité, en particulier avec ces deux jeunes hommes. Imaginez être une figure masculine de référence dans leur vie. Et il a tout gâché. Il l'a gâché au point d'en arriver à une issue fatale. On a fini par découvrir qu'il était suspect dans 3 autres meurtres dont j'ai connaissance. Et nous ne l'avons su qu'après l'avoir déjà mis en prison. En général, à Louisville, une affaire de meurtre prend entre 1 an et 2 ans, voire 3 ans. Parfois, il y a des affaires qui prennent 4 ans. Cette affaire a commencé en 2016, mais elle ne s'est terminée qu'en 2023. Maintenant, ce procès commence finalement en décembre 2023. Mesdames et messieurs les jurés, le premier meurtre a été commis avec froideur et désinvolture. Les 2 suivants étaient calculés et cruels. Une nuit avec Bryce Rhodes. Ils ont eu une idée. L'idée, c'était qu'il y avait un contrat sur quelqu'un. L'homme sur le trottoir là-bas, c'est Christopher Jones. Il était simplement au mauvais endroit, au mauvais moment. Bryce Rhodes l'a appris en surprenant une conversation téléphonique entre Jacare et Maurice. Mais ils parlèrent du meurtre et leur famille était au courant. Il y avait les garçons là-bas. Bryce Rhodes a dit qu'il était temps de discipliner Maurice. Et puis Bryce Rhodes a pris un couteau et a commencé à le poignarder encore et encore. Ensuite, ils ont amené Larry dans la pièce. Et puis, ils ont répété le processus. Anwan Carter et Jacare Taylor ont plaidé coupables à des chefs d'accusation moins graves en échange de témoignages véridiques contre Bryce Rhodes lors du procès. Pendant le procès, Anwan Carter révèle tout. Il ne retient rien. Il parle des faits et admet qu'il a poignardé son ami. Nous les avons tous les 2 mis dans la salle de bain et nous avons procédé à un vote. Sur quoi porte ce vote? Ils ont dit Danny, c'est moi qui ai dit non. J'ai juste dit oui. Qu'est-ce qui te passe par la tête? Je dois juste m'assurer de pouvoir me relever. Essayer de sauver quelqu'un, m'assurer que je suis en sécurité. Qu'est-ce qui t'aurait empêché de sortir? Docteur 555, je n'ai pas voulu y prendre part. Qu'est-ce qui se serait passé? J'aurais été avec lui, probablement dans la même situation. Même destin. Les histoires de Jacare et Anwan, bien qu'elles diffèrent un peu, sont pratiquement identiques. Nous avons donc eu une assez bonne idée de ce qui s'est passé cette nuit-là et à quel point cela a dû être absolument horrible pour ce garçon qui était dans la salle de bain. Entendre son frère se faire poignarder et simplement se faire battre et tuer en sachant que tu es le prochain. Monsieur Taylor, quel était votre lien avec cette affaire? Vous devez répondre à la question. Nous n'avons rien à dire. D'accord, Monsieur Taylor, je voudrais parler du 4 mai. Je n'ai rien à dire. Je respecte ce que vous faites ici, mais je n'ai rien à dire sur l'incident. Au début, Jacare Taylor refuse de parler, et il est clair qu'il retient ses émotions.
Monsieur Taylor, étiez-vous sur la 41e rue la nuit où Christopher Jones s'est fait tirer dessus? J'ai rien à dire. Il finit par parler de la nuit où Christopher Jones a été tué. C'est cette fusillade qui conduit finalement à la mort de Maurice et Larry, les amis de Taylor. Vous roulez sur la 41e rue, tu es à l'arrière, Anwan suit. Que se passe-t-il? On a roulé dans le quartier. Maurice a roulé dans le quartier. Il a arrêté une voiture et il a vu quelqu'un au milieu de la rue. Et Brice lui a dit de sortir de la rue. Il lui a tiré dessus. Il lui a tiré dessus. Brice, il n'a jamais vu personne se faire tirer dessus. Tu vois ce que je veux dire? Alors, je ne vais pas mentir. On avait tous peur. Ouais, on était choqués. On a juste suivi le mouvement. L'un d'entre vous en avait parlé avant le 21 mai? Oui, Maurice et moi en avons parlé. Et Larry. Il m'a dit qu'il ne traînait plus avec Brice à cause de la situation. Ayant entendu qu'ils allaient lui parler, il affirmait qu'on ne pouvait plus traîner avec eux. Je lui ai dit que je me souvenais qu'il essayait de se libérer. Et il l'a forcé, il l'a repoussé et a commencé à le poignarder. Oui, après tout ça, il était à terre. Il m'a tendu le couteau et m'a forcé à le poignarder aussi. L'État présente toutes les preuves recueillies au cours de cette enquête, faisant finalement comparaître près de 20 témoins à la barre. La défense de Bryce Rodd se concentre sur le contre-interrogatoire pour discréditer les témoins de l'État sans présenter ses propres témoins. Je l'ai poignardé. J'ai poignardé Maurice au flanc. J'ai roulé sur lui. Je lui ai roulé dessus. Mesdames et messieurs, ce sont des citations de quelqu'un impliqué dans cette affaire, mais ce ne sont pas des citations de Bryce Rodd. Anwan Carter parle d'avoir tué son meilleur ami, Maurice Gordon, et d'avoir renversé Christopher Jones sans défense. Anwan Carter est le principal témoin de l'accusation dans ce procès. Je pense que vous constaterez qu'il n'y a pas de témoins oculaires qui n'étaient pas eux-mêmes impliqués dans ces crimes. La police métropolitaine de Lobal a trouvé des traces de pneus et des empreintes de pas sur les lieux où les corps de Larry et Maurice ont été découverts. Les traces de pneus n'ont pas pu être reliées au véhicule de Brice. Les empreintes ne correspondaient pas aux chaussures de Brice. Les empreintes digitales de Brice ne figuraient sur aucune pièce à conviction. Anwan Carter a donné un nom. La police l'a pris et s'en est servi immédiatement. Jusque-là, il n'avait que des enfants tuant d'autres enfants. Il cherchait un adulte comme bouc émissaire. Et nous y voilà. As-tu dit au détective Tonelli que tu n'avais rien entendu ou que tu ne savais rien à propos de la mort de Maurice et Larry? Au début? Oui. Et puis plus tard, tu as changé d'avis. C'est bien ça? À ce moment-là, avez-vous dit à l'inspecteur que vous n'étiez pas proche de Rambo? Vous souvenez-vous avoir dit à l'agent Tonelli que vous n'étiez pas impliqué dans le crime? Non. Vous avez encore changé votre version des faits. Pour la 3e fois, c'est bien ça? La défense de Bryce Rodd était qu'il était piégé par la police et que ces 3 adolescents étaient tous impliqués dans les meurtres. Il pouvait dire sans risque, c'est Bryce Rodd qui l'a fait. La défense de Bryce Rodd a affirmé que ces personnes ne sont pas crédibles. Ils vous ont avoué qu'ils étaient également impliqués dans le nettoyage et l'élimination des corps. Vous étiez définitivement impliqué dans ces décès. D'accord. J'étais présent, oui, monsieur. Vous ne voulez pas vraiment répondre à cette question, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Il suit là-bas, aussi coupable, non? Un peu plus qu'à cet endroit-là, c'est ça. J'étais là. Vous avez dit à ce jury que Maurice avait en fait commencé
Une altercation avec vous? Oui, monsieur. Vous dites que Maurice vous a menacé avec un couteau. Oui, monsieur. Il a pris un couteau que Brice portait sur lui pour m'attaquer avec. Pour m'en accuser. La défense dit essentiellement que le jury ne peut pas écouter ses témoins parce qu'ils sont tout aussi coupables et qu'ils pourraient avoir tout fait eux-mêmes. Après plusieurs jours de témoignages et de façon surprenante, aucune explosion de colère de Brice Rhodes pendant le procès, il faut moins de 5 heures au jury pour rendre son verdict. Le jury a-t-il pu parvenir à un verdict dans cette affaire, meurtre concernant Christopher Jones? Nous, le jury, avons déclaré l'accusé coupable de meurtre, meurtre concernant Maurice Gordon. Nous, le jury, avons déclaré l'accusé coupable de meurtre, meurtre concernant Larry Ordway. Nous, le jury, avons déclaré l'accusé coupable de meurtre. Donc, 3 co-accusés avaient conclu des accords avec la police, recevant différentes peines de prison, tandis que Brice Rhodes, le jury, l'a finalement déclaré coupable de 3 chefs de meurtre. Encore une fois, la peine de mort n'était pas envisageable, alors ils lui ont donné la peine maximale possible. 3 mois après le procès, lors de la phase de détermination de la peine pour condamner Brice Rhodes, les familles de Christopher, Maurice et Larry ont l'occasion de s'exprimer devant le tribunal. Cela a été douloureux pour moi et ma famille. Ce qu'il a fait est tout simplement impensable. Au nom de mon fils et de ma famille, nous pardonnons, mais c'est pour nous-mêmes que nous pardonnons. Nous ne pardonnons pas en son nom. J'ai attendu 7 ans, 7 longues années pour cela. Ce jour-là, le 18 décembre, quand ils ont déclaré Brice Rhodes coupable, le petit Larry jouait au football, le petit Larry voulait faire de la musique. Et il leur a pris ça. Vous savez, je me suis assise dans cette salle d'audience et j'ai écouté tout ce qui a été dit. Ce qu'il a fait à mes petits-enfants, ça m'a vraiment touchée. Comment vous les avez mutilés comme un animal? Dieu a dit, la vengeance m'appartient, dit le Seigneur. Vous pouvez trouver le Seigneur partout. Partout. Et j'espère que vous trouverez Jésus. C'est de loin l'une des affaires les plus tragiques auxquelles j'ai jamais participé. Tout dans cette affaire est horrible. Le tribunal suivra donc la recommandation du jury conformément à la loi et prononcera une peine de réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. J'ai eu affaire à toutes sortes de criminels, de tous horizons, au cours de ma carrière. Et je dis cela sans aucune réserve. Le mal existe. Et j'ai vu le mal. C'est effrayant et décourageant en tant qu'être humain. Je suis content qu'il ne soit plus en liberté. Je déteste qu'il ait détruit autant de vies. Mais au bout du compte, il n'y a rien. Il n'y a pas assez de mots. Il n'y a pas assez de larmes. Il n'y a pas assez de pensées et de prières que l'on puisse adresser à qui que ce soit pour remplacer ces 3 âmes précieuses qui ont toutes été arrachées